Comment ne pas aimer notre nouvelle première ministre Lucie Casté? Eh bien, c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. On va également comprendre ce qu'essaie de faire le Front Populaire en nous proposant ce genre de... ce genre d'incompétent patenté. On va voir également ça dans cette vidéo. Et puis on dira un mot de la baisse des marchés. Pourquoi ça baisse? Que faire? Eh bien, vous aurez toutes les réponses, toutes les clés dans cet épisode. Alors, on commence par la grosse nouvelle du jour. Je vous rappelle d'abord le tableau de la situation. Vous avez différentes factions d'extrême gauche et d'ultra gauche qui ont fait un petit coup d'état, qui ont réussi en surfant sur le comportement moutonnier des Français à choper un certain nombre de députés. Et depuis, ils martèlent qu'ils doivent gouverner un pays qui est majoritairement à droite, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le gauchisme de la droite française. Et donc, une fois tous les 4 matins, ils nous proposent des candidats toujours plus ridicules les uns que les autres en disant « Oui, il faut nous appeler à gouverner, il faut nous appeler à gouverner ». Et donc, cette fois, ils nous ont trouvé quelqu'un qui, vous allez le voir, on n'aurait pas pu trouver un pire CV pour une première ministrable. Ça, on va voir ça ensemble. Alors bien sûr, hein, ils vont toujours trouver pire, parce que l'objectif c'est de nous humilier en fait. L'objectif c'est de nous humilier, c'est de nous dire voilà ce qu'on va vous mettre les Français là. Vous allez voir les sales Français qui payaient des impôts là, vous allez voir ce qu'on va vous mettre dans la figure. Tu vois cette nulle, tu vois cette grosse nulle là, c'est elle qui va te faire les poches. Alors on se plonge dans le magnifique CV de cette Lucie Casté, vous allez voir, c'est rapide. Alors 2012, diplômée de l'École nationale d'administration, ensuite direction générale du Trésor, ensuite tête du département international de la cellule financière du renseignement financier. Donc c'est une personne qui est là pour faire les poches des créateurs de valeur, pas seulement en France mais partout dans le monde. Conseillère finance et budget pour la ville de Paris. Et vous allez voir, le budget de la ville de Paris c'est quand même assez intéressant. Ville qui est quasiment en faillite, hein, la ville de Paris, depuis que c'est la gauche qui l'a entre les mains. Et aujourd'hui elle est proposée pour être première ministre. Donc on a une personne qui n'a jamais travaillé de sa vie, on a une personne qui n'a jamais créé d'emploi de sa vie, et on a une personne qui n'a jamais payé d'impôts de sa vie, avec de l'argent qu'elle aurait gagné honnêtement, avec de l'argent qu'elle aurait vraiment gagné. Elle n'a jamais payé un centime d'impôts, et c'est cette personne qui n'a absolument aucune expérience du monde du travail qui va être mise à la tête de l'État pour vous faire les poches. Vraiment c'est hyper sympa les gars, on attendait que ça, on en rêvait, ils l'ont fait. Donc on a cette Lucie Casté qui s'occupe de la ville de Paris. Ça c'est la période où elle s'occupe des finances de la ville de Paris. Donc bim, on explose les finances de la ville de Paris. Donc c'est ça qu'on veut mettre à la tête d'un État quasi en faillite. Une personne dont c'est censé être le métier de contrôler les finances, mais qui est absolument incapable de tenir un budget. Mais c'est normal en fait, quand vous payez pas d'impôts, quand vous êtes payé à rien faire, et grassement, quand vous êtes grassement payé à rien faire, on a l'impression que l'argent pousse sur les arbres, et on ne sait pas que derrière cet argent qu'on touche, il y a des gens qui ont travaillé honnêtement, qui ont vraiment créé de la valeur. Mais ces gens, il suffit de leur faire les poches, des sales Français de droite, voilà, il n'y a pas de problème. Donc c'est complètement fou qu'on nous impose ce genre de choses. Je sais pas combien de temps ça va durer cette situation, parce que vous savez, nous, les créateurs de valeur, on est souvent occupés, on a souvent du travail, on a le nez dans le guidon, parce que c'est sur nous que repose l'économie française, et on n'a pas le temps de se rebeller contre nos oppresseurs. À un moment ça va venir, parce qu'on n'aura plus rien à perdre, parce que la gauche nous aura volé nos dernières ressources, et là ça va faire très mal, et c'est hors de question qu'on continue de se faire les poches par des hommes et des femmes soja, ainsi que leurs clients les racailles. Donc ça, au bout d'un moment, ça ira bien. On l'a vu également, l'autre fait d'armes de Lucie Casté, c'est de défendre la fonction publique, et je trouve qu'une des pires arnaques de la gauche, c'est de faire croire que les Français ont besoin de fonctionnaires. Voilà, les Français ont besoin de services publics. Non, non, en fait, on a juste besoin d'avoir plus de notre fric qui reste dans notre poche. On n'a pas besoin de vos conneries de sociales ou je sais pas quoi. Donc on va maintenant l'écouter, et puis après on va la débunker. Quand j'entends le ministre qui dit que ça n'est pas mal, et vous le dites aussi, et je peux être d'accord avec vous que ça n'est pas mal d'aller chercher des compétences à l'extérieur sur le principe, je suis bien d'accord, lorsqu'elles n'existent pas au sein de l'État. La question est d'abord, avant de dire cela, est-ce que c'est normal que cette compétence n'existe pas au sein de l'État? Donc là, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est il faut éviter à tout prix de passer par le privé, il faut plutôt créer plus de postes de fonctionnaires. Voilà, il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui puissent être capables de s'occuper d'absolument tout pour qu'on n'ait jamais à s'appuyer sur le secteur privé. Souvent, cela n'est pas normal. Et vous ailleurs, enfin, on va y revenir, vous avez dit que vous réinternalisez des compétences.
Pourquoi on en est arrivé là? On en est arrivé là, je dirais, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on a gravé dans le marbre des instruments de finances publiques qui ont conduit petit à petit à contraindre considérablement l'emploi public et la dépense publique. Donc là, derrière un vocabulaire de technocrate, elle est simplement en train de mentir. Ce qu'elle est en train de nous dire, c'est oui, on a fait une politique d'austérité pour réduire le nombre de fonctionnaires. Le problème, c'est qu'on a les chiffres. On va voir en quoi elle a menti, et ensuite je vous expliquerai pourquoi elle a menti et pourquoi ce discours fonctionne. Là, vous avez l'évolution des effectifs de la fonction publique. À chaque fois, vous avez ici la période 97-2002. Donc là, vous voyez une belle augmentation. De 2007 à 2012, une augmentation un petit peu moindre. Ensuite, ça repart à la hausse. Hop, c'est la fête. Donc l'État mammouth, l'État obèse, continue d'augmenter rapidement, continue de grossir rapidement. Évidemment, ça grossit beaucoup plus vite que l'évolution de la population, donc on ne peut pas nous sortir, c'est juste un ajustement démographique. Mais même, la France souffre de son trop grand nombre de fonctionnaires. Et la question qu'on devrait se poser maintenant, c'est pourquoi toutes les fois qu'on a une personne de gauche qui prend la parole, pourquoi toutes les fois qu'on a un fonctionnaire qui prend la parole, on a l'impression de vivre dans un pays où c'est de plus en plus abandonné, voilà, l'État s'est désengagé. Et je vous rappelle encore une fois que la France est le pays développé avec le plus de dépenses sociales. On est un pays qui croule sous le social et qui croule de plus en plus sous le social. Donc la question, c'est comment est-ce possible qu'on augmente constamment le nombre de fonctionnaires et que pourtant, dès que la gauche prend la parole, c'est oui, il y a de la casse de service public, il y a de la casse de service social. Tout simplement parce que fonctionnaire égale débordé. Un fonctionnaire, vous le faites travailler 35 heures, il est débordé. Pourquoi? Parce que si ces gens savaient vraiment travailler, si ces gens étaient vraiment productifs, ils ne seraient pas fonctionnaires. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on ajoute des fonctionnaires, on n'ajoute pas plus de services publics pour les Français, on ajoute simplement plus de bouches à nourrir pour les Français, et on ajoute surtout plus de bouches en train de brailler et de dire on n'a pas assez de services publics, on n'a pas assez de services publics, on est débordé, on est débordé. Encore une fois, le fonctionnaire est par nature débordé. Il est par nature débordé parce qu'il n'a jamais appris à bosser. Et donc plus on a de fonctionnaires, et la situation de la France est catastrophique en termes de nombre de fonctionnaires, plus on se retrouve avec des bouches qui crient toutes les 4 matins au secours, il y a de la casse de service public, et ils peuvent le faire d'autant mieux qu'ils ont le temps. Parce que vous imaginez bien que ceux qui payent pour cette gabegie, les entrepreneurs, n'ont pas le temps d'aller dans la rue avec des pancartes « urgence sociale », on n'a pas le temps de faire ça. Et donc on entend que ces gens, et il y en a de plus en plus. Et par ailleurs, croyez pas que les fonctionnaires règlent vos problèmes. Par exemple, vous prenez le cas de l'hôpital. À l'hôpital, pour un médecin ou une infirmière qui sont là pour vous soigner, vous avez 14 couches administratives. Voilà, vous commencez à votre boulot, vous avez besoin d'une blouse, vous allez dans le bureau, vous avez des gens qui sont en mode « non mais on peut pas vous aider maintenant, on est en train de faire une réunion alors que vous voyez qu'ils sont en train de faire des cafés ». Enfin, c'est n'importe quoi. Les fonctionnaires, en particulier dans l'administration, sont un cancer. Et le cancer en France est en train de passer en phase de métastase. D'autant plus qu'on est en train de nous proposer à la tête de l'État une personne qui va continuer de bêler ce même refrain qui est un mensonge pur et simple, à savoir on a besoin de plus de fonctionnaires en France. Et ça, c'est pas le pire truc qu'elle va faire, parce que son objectif, c'est également d'abroger la réforme des retraites. Donc abroger la réforme des retraites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, puisqu'on a un système de Ponzi, je vous rappelle que c'est un système de Ponzi où, au lieu d'avoir un système efficace où chacun pourrait investir pour sa retraite et bénéficier sur le long terme des effets cumulés, ce qui se passe, c'est qu'on matraque les actifs pour financer les inactifs, ce qui est le système le plus injuste qu'on puisse imaginer. Et réformer les retraites, ça veut dire on va taper encore plus pour les actifs. Pourquoi? Pour financer les retraités les plus jeunes du monde. La seule chose qui peut temporairement un petit peu vous rassurer, c'est que pour le moment, Emmanuel Macron a calmé tout le monde en disant non mais les gars, on va se calmer un petit peu, on a d'autres priorités que votre gentil Premier ministre. Un programme qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Casté. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire venez me voir, on va voir si vous pouvez composer le gouvernement? Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas... Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget.
Donc sur le fond, évidemment, il a raison. Dans le meilleur des cas, on se retrouverait avec une coalition du centre qui permettrait que cette dégradation des finances de la France continue son petit bonhomme de chemin lentement jusqu'au jour où la France soit mise sous tutelle, ce qui nous laisserait le temps de nous préparer, ce qui nous permettrait de pas être immédiatement matraqué d'impôts. Mais quand même, il est dans une situation qu'il a lui-même créée comme un guignol, parce qu'il aurait pu simplement se dire « Ok, le Rassemblement National a gagné les élections européennes, voilà, ok, d'entact. Peut-être que je change un peu mon gouvernement pour que ce soit un peu plus représentatif des attentes des Français. Mais là, c'est de sa faute. C'est législative et cette arnaque du Front républicain qui fait qu'on se retrouve avec une telle place de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche qui ont bénéficié du vote des castors. Tout ceci, c'est sa faute, c'est son problème. Donc oui, il a raison, la France souffrirait moins si elle était gouvernée par le centre-droit, même si dans le référentiel politique mondial, le centre-droit français, c'est franchement très très à gauche. Mais bon, dans la situation à laquelle nous sommes arrivés, rien n'est sûr. La seule chose qui est sûre, c'est que si les créateurs de valeur ne commencent pas à se rebeller, parce que moi je vous dis les choses telles que je les sens, chaque euro que je mets pour financer cette mascarade, notamment quand je paye mes impôts, j'ai l'impression de commettre un crime. J'ai l'impression que les euros que j'injecte là-dedans, ce sont des euros que j'injecte contre moi, mais aussi contre mon pays. Parce que la gauche fait souffrir la France. Ce système communiste fait souffrir la France. Et je n'ai plus envie de financer ça, et j'aimerais bien qu'on commence à s'organiser pour qu'un maximum de gens refusent de financer ça. Je pense que de plus en plus ça va être un devoir citoyen de ne plus financer ça. Alors finalement on va écouter cette petite drôle. Je me suis dit que l'inconséquence du président de la République était inquiétante, le déni de démocratie en refusant d'appeler la formation politique qui est arrivée en tête aux élections est grave, dans un contexte où les Français se sont mobilisés massivement pour faire barrage au Rassemblement national. Et c'est là qu'on va en venir à la question du timing, parce que c'est assez intéressant en fait cette séquence politique, mais on va l'écouter jusqu'au bout. Et les résultats des élections sont absolument clairs, c'est un rejet de la politique du gouvernement sortant, et c'est la demande d'une nouvelle orientation politique, d'une rupture pour le pays, service public. Non, ça c'est un mensonge. En fait, c'est vrai que les Français ont massivement fait barrage au Front National, mais personne ne leur a demandé d'augmenter encore les impôts, parce que la demande sociale, comme si les gens avaient une demande de payer plus d'impôts, enfin c'est délirant. Pouvoir d'achat, justice fiscale, écologie, c'est très clair. Le moment est grave, mais je pense qu'un espoir... Elle se marre en fait. Elle se marre parce qu'elle sait elle-même qu'elle est en train de mentir. Je suis prête, nous sommes prêts. Je demande maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'il nous envoie quelqu'un et pourquoi est-ce qu'il nous l'envoie à ce moment-là? Pour pouvoir justifier la casse. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer de saccager les JO. Ils vont essayer de s'appuyer sur la grévosphère et également sur la racaillosphère pour pouvoir tout flinguer, tout détruire. De toute façon, c'était leur projet depuis le départ, parce qu'on parle de l'extrême gauche et de l'ultra-gauche, et ils sont insurrectionnels. Ils savent qu'au bout d'un moment, pour nous faire les poches, il faudra le faire par la violence. Et donc l'objectif de cette candidature de témoignage au poste de Premier ministre, c'est qu'elle soit refusée, ce qui permettra de passer à la seconde phase de leur plan, à savoir la violence, la destruction de mobilier public, etc. Et à la limite, c'est bien pour eux la destruction de mobilier public, parce que plus ils détruisent, plus ça leur permet de justifier des augmentations d'impôts. Et l'objectif, encore une fois, c'est que nous, les créateurs de valeur, ceux qui finançons tout ce cirque, on soit tellement écrabouillés de charges, écrabouillés d'impôts, que nous n'ayons même pas le temps de penser à nous révolter. Ceci étant posé, parlons investissement. Alors, vous l'avez vu, les marchés sont en baisse, et au sein du marché, vous avez des boîtes qui sont particulièrement en baisse. C'est par exemple le cas de LVMH, on va regarder. C'est quand même une belle gamelle. Et pourquoi est-ce que vous avez ça? Parce que les résultats de LVMH ont été en demi-teinte, et vu qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont assez élevés, là le CAC 40 commence tout juste à être sur une pente descendante, mais si vous dézoomez un petit peu, on est quand même sur des plus hauts historiques. Et donc ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans ces niveaux de valorisation, si les entreprises ne publient pas des résultats qui sont exceptionnels, il y a moins de raisons pour les marchés de continuer leur ascension. Et donc on va plutôt regarder le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. C'est énorme LVMH, donc ça fait largement baisser l'indice français, mais vous avez un petit peu le même genre de choses dans l'ensemble du
du marché, parce que, encore une fois, sur des niveaux de valorisation élevés, si les publications ne sont pas exceptionnelles, vous n'avez pas de justification de continuer la marche haussière, et c'est donc possible qu'on arrive dans une période où les marchés vont souffler un petit peu, et dans ce contexte-là, je vais tout simplement continuer à investir dans le marché américain. C'est également possible que je renforce encore l'Eurostoxx 50, parce que c'est mon ETF qui a le plus morflé récemment. Et encore une fois, cet ETF est intéressant parce qu'il a une croissance du dividende qui est très agressive. Donc si ça continue de baisser, ce sera assez intéressant de pouvoir diminuer mon coût moyen d'achat. Et encore une fois, hein, si on parlait d'entreprise individuelle, sur une entreprise individuelle, je serais réticent de racheter à la baisse, mais sur les indices, ça m'embête pas en fait. Quand c'est l'ensemble du marché qui descend, ça m'embête pas de racheter à la baisse. Si j'ai une entreprise qui décroche par rapport au marché, là j'aurais plus envie de la vendre plutôt que de risquer de continuer d'investir dans un couteau qui tombe. Ça c'est pour le côté bourse, et je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers ce courtier DeGiro, et grâce à ce lien affilié, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, quand vous avez les marchés qui baissent, on peut avoir envie d'un peu plus de stabilité. Pour chercher une croissance stable, j'investis dans l'immobilier avec Realty. Là vous voyez mon portefeuille, et ce qui est intéressant quand vous investissez avec Realty, c'est que vous investissez dans des petites parties de propriétés qui vous payent les loyers tous les lundis. Ça se passe aux États-Unis et de plus en plus en Amérique du Sud, et non seulement vous avez un rendement élevé, vous voyez ça c'est le rendement annuel de mon portefeuille, on est à 9,63, vous bénéficiez également de l'appréciation de vos biens, on gagne sur les deux tableaux. Je trouve que c'est une très belle opportunité d'investissement, et en plus c'est liquide. Ça c'est la grosse différence avec les SCPI, c'est que vous avez un marché secondaire très actif où en quelques secondes vous pouvez revendre pour prendre votre plus-value n'importe quelle de vos propriétés. Ces parties de propriété, vous pouvez également les hypothéquer, et donc c'est très intéressant d'avoir cette opportunité. C'est pareil avec les actions, hein. Quand vous êtes sur un courtier comme DeGiro, là vous voyez c'est 33 000 € et quelques, c'est de l'argent, je peux me le transférer en 2 clics sur mon compte en banque, et je peux l'utiliser pour ce que je veux, hein. Si j'ai envie de m'acheter une voiture, je me dis tiens, j'ai enfin m'acheter une super voiture et je rembourse avec les dividendes, je vais pas faire ça évidemment, c'est de l'argent, je l'accumule pour avoir un apport immobilier qui me permettra d'acquérir le moment venu ma résidence dans mon pays d'exil. Bien avec Realty c'est pareil, là sur les 19 000 $ que j'ai investi, il y en a plus de 10 000 $ que je peux me transférer également en 2 clics sur mon compte et rembourser avec les loyers. Donc on est sur quelque chose qui est hyper intéressant parce que vous avez cette valeur hypothécaire de vos actifs, et ça devrait être comme ça sur tous les courtiers, hein, mais malheureusement la plupart des courtiers ne permettent pas de faire ça, et je ne sais pas non plus si les SCPI permettent de faire ça, hypothéquer en 2 clics vos biens pour pouvoir vous transférer l'argent sur votre compte. Voilà, en tout cas c'est pour ça que j'investis dans Realty. Là vous voyez ce que je vous disais, ils vous mettent les dernières réévaluations sur le site, ça c'est des propriétés que je possède. Vous voyez qu'avec la combinaison des loyers que vous recevez et de l'appréciation de vos biens, on est sur des retours qui sont très intéressant. Et aujourd'hui on va avoir l'occasion de continuer la construction de nos portefeuilles avec encore une fois un très beau rendement, mais en plus on a cette fois une propriété à Chicago, donc ça permet aussi de se diversifier un petit peu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle propriété comme ça à Chicago, et donc on parle d'un petit immeuble de 4 gros appartements. Ça permet comme ça, vous dépensez 50 balles et vous êtes immédiatement diversifié en 4 appartements, et c'est pour ça que Realty c'est une bonne solution, parce que ça permet d'encaisser beaucoup mieux les périodes de vacances locatives. Là vous le voyez, mon portefeuille il est loué à combien de pourcents? Il est loué à 99%. J'ai 9 unités qui ne sont pas louées en ce moment, c'est normal, vous avez du turnover. Des fois il y a des augmentations de loyer, les locataires refusent, et donc on en profite pour restaurer la propriété, pour trouver un locataire qui va payer plus que ça, et donc plus vous êtes diversifié, et moins la vacance locative va peser sur votre rendement. En tout cas ce soir je vais choper des morceaux de toutes ces propriétés, et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec Realty, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo, et je vous rappelle par ailleurs que la manière la plus simple de pouvoir transférer des euros depuis votre compte en banque vers votre portefeuille crypto pour pouvoir acheter des parts de propriété avec Realty, c'est d'utiliser Monerium. Allez voir toutes les vidéos que j'ai faites sur ce sujet. C'est une application à laquelle on ne peut accéder qu'avec un lien de parrainage, et sur la page Patreon j'ai créé une chaîne de solidarité qui permet aux abonnés de bénéficier d'un lien de parrainage. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.